Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour cette conférence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire une petite confidence. Au journal Le Monde, au service économie, et je pense que c'est pareil aux Échos, c'est pareil au Figaro, au Financial Times et dans la plupart des journaux, on a toujours une angoisse, c'est de rater le signal. L'étincelle, l'événement qui laisse penser que ça y est, on est rentré dans une nouvelle crise financière, une nouvelle période de turbulence. Alors on surveille les marchés, mais le danger, c'est de devenir un docteur catastrophe. C'est-à-dire à chaque petite turbulence, de dire ça y est, on est rentré dans la crise et de prévoir le pire au moindre événement, ce qui est évidemment absurde et on risque de ne plus être très crédible. Et c'est d'autant plus absurde que la prochaine crise financière ne ressemblera probablement pas à celle de 2008. Elle commencera peut-être pas sur les marchés financiers, elle sera peut-être plus commerciale, on le voit avec les tensions qu'il y a aujourd'hui entre Pékin et Washington, ou plus politique, on ne sait pas trop, et personne n'a de boule de cristal. Donc ça appelle à la modestie, et ça appelle surtout à prendre le temps d'analyser quels sont aujourd'hui les vrais déséquilibres macroéconomiques, les mutations de fond que l'on observe dans nos sociétés. On va essayer d'en évoquer quelques-unes ce matin avec nos intervenants aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Laurence Boone, vous êtes spécialiste en macroéconomie, en politique européenne, en finances publiques. Vous êtes aujourd'hui chef économiste de l'OCDE, qui est donc l'une des grandes organisations qui publie régulièrement des études sur l'économie mondiale. Vous êtes passé par plusieurs instituts financiers, plusieurs établissements financiers, et vous avez conseillé le président de la République entre 2014 et 2016. Adam Tooze, vous êtes professeur à Columbia à New York, spécialiste de l'histoire de l'économie et de la politique. Alors, vos travaux ont notamment porté sur l'économie du Troisième Reich et renouvelé l'approche ou la lecture qu'on pouvait avoir de cette période. Votre dernier bouquin, Crash, revisite la crise économique de 2008 avec à la fois ses causes, ses racines, mais aussi comment elle se prolonge aujourd'hui dans les turbulences politiques qu'on a dans nos différents pays. Ouvrage qui sera disponible en bas, on pourra un petit peu prolonger la discussion pour ceux qui le souhaitent au niveau de l'accueil, juste à gauche à la sortie. Alors peut-être pour commencer, une question à l'historien. Plus de 10 ans ont passé depuis la dernière crise. Est-ce qu'on a retenu les leçons? Qu'est-ce qu'on a retenu comme leçon de cette période? First of all, thank you very much for the invitation, and excuse me for speaking in English. I understand French well, but I think it's better not to torture you with my efforts to speak it this morning. So I'll speak slowly in English and hope that makes life easy for everyone, and the translators in particular. I mean, I'm completely agree with Marie that one of the great temptations after having suffered a shock, like the shock that we suffered between 2007 and 2012, where we experienced the foundations of the economy shaking, is to sort of traumatically revisit that experience again and again and again. And the question one does get asked, not just as a journalist, but also as the sort of historian I am, is when is the next crisis coming? If we move on to climate change later, I'll tell you a funny story about that. But I do think if we're talking about lessons that were learned from 2008, one of them is precisely how peculiar that kind of a massive financial heart attack actually is. It isn't a regularly recurring business cycle. It's not just a normal recession. It's a devastating, fatal experience. They're very rare in economic history. In fact, to put the same point another way, you could also say that the single most important thing we learned from 2008 is that the development of the global financial system has created an unprecedented type of risk, which has not really existed before in history, of a simultaneous, massive, global financial heart attack. Ben Bernanke in 2008 and 2009, the chair of the Federal Reserve, was quoted commonly as saying that he thought this was the worst financial threat, the most dangerous financial crisis the world had ever experienced, including the 1930s.
And I think we should take that extremely seriously, which again puts this question of when is the next one coming in perspective. If you seriously believe that we could regularly suffer events like 2008, your pessimism is darker, I think, even than you realize. Because that's basically like saying to somebody in middle age, we hope maybe that we're in middle age, when do you expect your next massive near-fatal heart attack? If that is the system that we're in a world even, I think, gloomier than many of us anticipate. That will be, I think, the first deep lesson, is that we are operating a financial system more massive, capable of financial heart attacks on a global scale than ever before in history, actually. We've also, however, learned that it can be managed. So the other thing that we learned from the experience of 2008-9, after all, is even a crisis as threatening as that, it was so threatening, perhaps I should say, because it affected every single major banking sector in the world simultaneously. And by simultaneously, we mean within a matter of hours. News beginning in Asia, spreading to Europe, spreading to the United States in September 2008 was shaking banks everywhere. Even a crisis like that can be managed. We have the resources, above all through the leverage of central banks, to manage crises like that. So that is a kind of slightly more optimistic lesson that we learned, though it's terrifying. So for me, the image is akin to that, say, of managing a nuclear reactor or something like that. It's a new problem. It's absolutely apocalyptic in its potential. It isn't necessarily apocalyptic in its actual reality, but it requires a constant attention to the possibility of total apocalypse if we are going to avoid disaster. So that, to me, kind of summarizes the sense. But then also a third thing we learn is that even if we have discovered that the financial system is like a nuclear reactor and we have to manage it all the time, we don't appear to want to turn it off. So there was not, despite the radicalism of this experience, a great deal of political impetus behind programs of radical reform. There is a political impasse there that's very real. We've also saw extraordinary limits to the ability of some actors to act and others. So Europe was much less proactive in responding to the crisis in its aftermath than the United States was, paradoxically. The authoritarian regimes like China were particularly dramatic in their response to the crisis. So we've learned some rather dispiriting things. But if I would be allowed to make one final comment in relation to this big question, the fourth thing is, and we were talking about it in the elevator on the way here, that is also in the public at large, in response to this crisis, a profound, I think, awakening to the importance of economics and finance as a determining factor in our lives, which is why we have an audience like this on a rainy Saturday morning for a conference like this. And this is true every major city that I've been in recent years, that everyone understands in the sense of public awareness the centrality of this crisis dynamic. So huge risk, huge managerial challenge, an unwillingness to really embrace structural change, and yet a much greater public awareness about this whole complex of issues. Those, for me, would be the sort of four things that have really come out of the crisis. Laurence, il y a quelques jours, quelques semaines, l'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions de croissance en délivrant plusieurs messages sur les points à surveiller. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué entre la guerre commerciale et les populistes. On a un peu du mal à différencier ce qui est politique, ce qui est économique. Qu'est-ce qui alimente aujourd'hui le ralentissement économique? Quelles sont les causes profondes? Ça marche? Oui. Bonjour d'abord et merci aussi pour l'invitation. C'est un énorme plaisir de se retrouver ici avec Marie et Adam. Ça fait à peu près un an, je crois, que tous les trois on était ensemble dans les montagnes. Et je voudrais juste faire le lien entre ce que disait Adam et les prévisions économiques qu'on a fait. Je pense qu'effectivement, la prochaine crise ne ressemblera pas à la crise précédente, qui elle-même ne ressemblait pas à la crise qui l'a précédée, etc. Je pense que quelque part, c'est presque ce qui nous attend est probablement plus difficile que la crise précédente,
Parce que quand on a une attaque cardiaque, hein, comme Madame décrivait, on peut prendre un outil et refaire partir le cœur, et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, je pense, est beaucoup plus pernicieux que ce qui s'est passé précédemment. La raison principale pour laquelle on a présenté des prévisions en baisse, et c'est parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a un conflit commercial qui se développe non seulement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre les États-Unis et l'Europe, et parfois même entre le Japon et la Corée. Et ce conflit commercial, c'est un énorme bouleversement structurel, parce qu'avant, on vivait dans un monde où on avait des échanges commerciaux qui étaient réglementés, comme vous savez, par une organisation mondiale. Donc il y avait du droit, des règles, bien sûr, rien n'est parfait, mais au moins ça fonctionnait. Et surtout, ça fournissait un environnement assez certain pour les entreprises. Elles savaient où elles allaient pouvoir exporter, donc elles savaient où elles allaient pouvoir investir, à peu près combien de personnes elles allaient employer. Aujourd'hui, c'est impossible. Un jour, quelqu'un a dit, on va mettre des tarifs sur toutes les voitures qui passent du Mexique aux États-Unis, sauf si vous faites ci ou ça. Et on va commencer des négociations. Puis ça a duré 3 mois. Donc les entreprises se sont dit, bon, on va attendre. Sûrement, ils vont arriver à un arrangement. Puis ça a reduré 3 mois. Et puis après, c'est parti vers la Chine. Et donc, si vous êtes un producteur, un manufacturier d'automobiles, hein, quelqu'un qui fait des autos aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez mettre votre prochaine entreprise. Vous ne savez pas où vous allez employer les prochaines personnes, parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vendre. Et donc, cette incertitude, c'est très frappant. Elle a arrêté les plans d'investissement des entreprises. De la même façon que le Brexit a arrêté les investissements au Royaume-Uni. Depuis que le Royaume-Uni a entamé des négociations avec l'Union européenne pour sortir, il n'y a plus d'investissements qui arrivent aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et cette incertitude, en fait, c'est un bouleversement majeur, puisqu'avant, on était avec des règles, et sur la finance, c'était un peu différent, je suis d'accord, mais ça permettait à tout le monde d'évoluer, d'aller travailler ailleurs, d'investir, de progresser. Là, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on est entré dans un monde où ce changement de règles commerciales sape la confiance des entreprises et l'investissement. Et on voit non seulement qu'avec le nombre de restrictions sur le commerce qui ont augmenté, la croissance des échanges s'est effondrée, elle est même négative maintenant, mais la croissance des investissements s'est effondrée et la croissance de l'emploi commence à ralentir. Et nous, on est inquiets parce que ça veut dire qu'on sort d'un monde où, entre les années 90 et jusqu'à la crise financière, en fait, on vivait quelque part dans un monde qui avait des règles. Alors, on peut toujours les perfectionner, bien sûr, mais au moins, les gens savaient où ils allaient. Ça a complètement changé. Et on ne voit pas d'action des politiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, qui permettent de dire qu'on va mettre un frein à cet état de fait. Est-ce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi une prise de conscience que plus que les règles du commerce, les règles même du capitalisme, en tout cas ce régime qu'on a depuis un moment déjà échoue à plusieurs titres. Le premier, c'est celui de la prospérité, l'idée que finalement le régime capitalisme aboutit à plus de croissance, à la redistribution, et que finalement tout le monde en sera gagnant. On voit avec une acuité particulière depuis la crise que non, que certaines personnes sont laissées de côté, aux États-Unis, en Europe, dans les pays émergents, passent à côté de cette prospérité collective. Il y a évidemment la question de l'environnement. Si c'est ce régime-là qui ne marche pas bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là aussi il est perfectible? Tout le monde dit aujourd'hui il faut réviser le capitalisme. Bruno Le Maire, le Financial, il y a une espèce de consensus, il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne comprend pas bien quoi. On confond un petit peu parfois capitalisme, mondialisation, ces notions proches. Mais si c'est le cas, c'est là aussi une mutation profonde de ce qu'on connaît. Est-ce qu'il faut sortir du capitalisme? Est-ce qu'il faut sortir de la croissance? Est-ce que on débat beaucoup. Je trouve que c'est très difficile de voir quelles sont les pistes de réflexion qui vous semblent pertinentes à tous les deux sur le sujet. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de il y a eu 2 changements très profonds, vraiment très profonds, qui sont à la fois l'ouverture commerciale, l'ouverture des flux financiers et le progrès spectaculaire des technologies numériques. Et les 3 à la fois
entre les années 90 et aujourd'hui, ça a totalement bouleversé le monde dans lequel on vivait. Ça a notamment permis aux entreprises de bouger très rapidement, de faire un petit peu de shopping fiscal et puis un petit peu de shopping réglementaire aussi, et puis aussi un peu de shopping sur les travailleurs avec des salaires qui pouvaient être moins chers. Ce n'est pas que l'ouverture aux échanges, et ça, je pense que c'est super important de comprendre, parce que c'est la mauvaise réponse de fermer les frontières. En fait, on pense qu'il y a plus d'emplois qui ont été détruits avec le digital et le numérique qu'avec l'ouverture aux échanges. Et ce qui est en plus assez pervers, c'est que ce n'est pas forcément des emplois peu qualifiés, c'est aussi des emplois de personnes moyennement qualifiées. Donc ça peut toucher à peu près tout le monde. Et au total, cette ouverture des échanges, permettre aux entreprises d'aller un peu partout, aux flux financiers d'aller s'investir là où il y avait des besoins, ça a été formidable pour les pays émergents, ça a été formidable pour nous parce que ça nous apportait plein de produits nouveaux, moins chers, mais ça a été assez dramatique pour des territoires, pour des régions où il y avait une entreprise qui du jour au lendemain pouvait disparaître et partir ailleurs. Et alors je pense que les économistes, on est tous extrêmement coupables d'avoir dit c'est formidable cette ouverture, c'est formidable la mondialisation, regardez, on a de la croissance partout, et c'est vrai, on a plus de produits nouveaux, on est pour un consommateur, c'est super, mais on n'a pas du tout assez regardé ce que ça voulait dire au niveau local ou pour certaines régions, et c'est un point commun qu'on a aux États-Unis et en Europe. On parlait de ça une fois avec Adam, il y a eu un livre aux États-Unis qui s'appelle Hillbilly Elegy, ce qui veut dire Hillbilly, c'est un peu l'homme des collines, Adam me corrigera, et qui est exactement cette histoire-là. Vous avez une entreprise de production de voitures, et puis avec la numérisation et l'ouverture aux échanges, un jour, cette entreprise qui appartient mettons au Japon, ferme. Elle ferme, les emplois sont morts. Vous aviez votre maison, elle valait $100 000 quand il y avait l'usine, elle ne vaut plus que $20 000 aujourd'hui. Vous ne pouvez plus bouger parce que vous avez perdu votre emploi, votre salaire et votre épargne. Et la même chose est arrivée dans des régions françaises ou allemandes ou espagnoles ou italiennes. Et ça, on n'y a pas du tout assez prêté attention parce que en tout, quand on regardait dans l'ensemble, finalement, cette mondialisation, elle avait sorti tous les pays émergents, asiatiques ou d'Amérique latine de la pauvreté, fait un rattrapage de classe moyenne. Et c'est vrai qu'à l'échelle du monde, les inégalités ont diminué. Mais à l'intérieur des pays, les inégalités ont augmenté. Et là où on a le droit de s'inquiéter, je pense, c'est où la crise, pour moi, aujourd'hui, la plus importante, c'est celle de toutes ces personnes moyennement qualifiées qui sont restées sur le carreau, parce que ça risque de continuer, parce que le numérique fait, le digital, les technologies d'information et de communication, en fait, elles peuvent remplacer des parts routinières du travail. Et ça c'est pas forcément des gens qui ont peu de qualifications. C'est par exemple une partie de la radiologie, c'est une partie de la comptabilité, c'est une partie d'emplois qualifiés. Mais il ne faut pas se laisser aller au pessimisme parce que les gouvernements ont les moyens d'agir. Ils ont des moyens très forts d'agir, surtout dans deux endroits. Après, je laisse parler Adam. La première chose, c'est l'investissement dans l'éducation. On a des progrès spectaculaires à faire et ça peut bénéficier à tout le monde. Je voudrais juste donner un exemple. Il y a 40% des adultes aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, donc c'est quand même des pays plutôt qui vont bien, qui disent qu'ils ne savent pas gérer leur outil digital, donc maîtriser l'ordinateur, la façon dont ça fonctionne. Ça. 40%, c'est énorme. On a presque tous un smartphone ou un ordinateur. On a un système d'éducation très classique qui ne met pas assez en valeur l'intelligence cognitive, la créativité, ce qui fait que quand on regarde les mesures d'écart entre ce qu'il faudrait comme éducation et ce qu'on a, c'est énorme. Donc on peut investir dans l'éducation beaucoup, partout. Et aussi, on peut investir dans les infrastructures. Alors, les infrastructures, c'est quoi ? C'est les routes, c'est la connexion rapide à Internet, c'est le nuage. Il y a en fait assez peu d'entreprises qui stockent leurs données dans le nuage. Du coup, elles n'ont pas beaucoup de données. Et dans un monde numérique, si on n'a pas de données, on ne peut pas progresser. Et on a la chance d'avoir des taux d'intérêt très bas pour très longtemps, qui devraient permettre aux États d'investir, parce que c'est de la croissance aujourd'hui, mais c'est aussi la croissance de demain.
So it's fantastic to hear Laurence talking like this. If you should, everyone in the room, on a rainy day like this, you should spend some time on the OECD website where if you like statistics and economic analysis, you can find much more of this. It's the real deal. And to my mind, the way in which economic research organizations like the economics department of the OECD have embraced this range of themes is another one of the effects of the crisis. There is a widening of the range of analysis, which is very important. And I'd like to add on top of these elements of social equality, technology, the environmental challenge, a fourth one, which is extraordinarily pressing if you happen, as I do, to live in the United States right now. And it's a problem for an organization like the OECD to articulate this, which is geopolitics. If you want to understand, and I completely agree with both of you that, and the Bank of England has offered this analysis, that a new element of radical uncertainty has entered the long-term and indeed even the medium-term investment picture. What kind of a world am I building a production system into? Certainly in the United States, but I think also increasingly in Europe, that question is also a question about the future geopolitical order of the world, because the world that we've all in various ways invoked from the late 1980s through to 2008 was, in the words of Friedman, flat, which is an euphemism because in fact it was flat with one peak, which was the United States. It was a unipolar world, broadly speaking. The rules were made through international institutions, but were rules which worked extremely well for American capital, more than anyone else's. They worked for everyone else too, but they really worked for American business. And what is extraordinary in the period since 2008, and very dramatically now under Trump, but it's very important not to see it purely as a Trump phenomenon. It really begins with Barack Obama and Hillary Clinton in the State Department in 2011, 2012, is the dawning awareness in the United States of China as a, this one's for you, I didn't want to reach across, Marie. Yeah. The dawning awareness that China is a geopolitical and a geoeconomic challenge. So Chinese economic growth is not an unambiguous good for the United States. And this is incredibly difficult for the business world to process because major American businesses and major European businesses as well, one thinks of the German car companies and their American counterparts, but also American tech giants, premised their business model since the 1990s on the assumption that East Asia and the Pacific were a natural, massive organism of highly disaggregated production. The supply chains which produce smartphones are one of the great miracles of humans, of the human division of labor. I mean, we kind of achieve almost ant-like levels of perfection in the production of smartphones. The parts go back and forth between Taiwan, South Korea, Vietnam, China. It's an incredible, incredible organism. And what is happening under the pressure of the new geopolitical tension between the West and China is that that system is being pulled apart. And it's up there with motor cars as, you know, a single organic system of manufacturing production. And it is that, I think, is profoundly destabilizing to the outlook of global capital. It's not clear where China fits. And the problem, of course, is that that's also where the market is. This is not just a supply system. If you look at growing patterns of demand, the Asian middle class is the great honeypot of future capitalist growth. I mean, it isn't here, obviously, because we're stagnant at high levels of income. The growth is in the middle class there. And again, we struggle for historical analogies because it's tempting to say it's a new Cold War, except it isn't a new Cold War because we didn't mass manufacture smartphones with the Soviet Union. There were, from an American point, but from a European point of view, the analogy is a little stronger because Fiat, for instance, did mass manufacture cars in the Soviet Union, and Germany had long-standing energy connections to the Soviet Union. But none of those compare with the entanglement of the global economy with China.
And certainly none of them compare with the entanglement of the US economy, which had virtually no relations with the Soviet Union, with China. And that is a radically new configuration. And I think it's important when we talk about sociology, inequality, technology, these general forces, not to lose sight of this power political dynamic, which, from the point of view of both China and the United States, is absolutely at the top of the priority list right now. And it goes, and it doesn't just work macroeconomically, it focuses on a company like Huawei. This is what's so extraordinary about the Huawei case, is this is a private business, one of the more private businesses in China that has found itself caught in the crosshairs. So it's that too was one of the assumptions of the 80s and 90s, was that private business was private business. And then there was maybe politics, but private business was private business. That no longer goes. The President of the United States, in one of his extraordinary tweets, issued an order. And everyone's thinking, order? I'm not sure you're allowed to do this. But then they found an act from the 1970s which does authorize the president to make extraordinary. He ordered America's corporations to disengage from China. I mean, that is an extraordinary break with this paradigm that we have to factor into our more general accounts of the tensions in the current moment. Juste pour ajouter, parce que tout est jamais ni noir ni blanc, et quand on dit que Huawei est privé, mais c'est quand même une entreprise en Chine, comme Madame sait très bien. Un des gros problèmes, et c'est aussi là pour lequel on a ces problèmes d'échanges commerciaux, c'est que la Chine n'a pas joué les règles du jeu du commerce mondial. C'est-à-dire qu'on peut avoir un commerce mondial qui marche et qui bénéficie et qui va tirer des pays de la pauvreté, mais tout le monde doit jouer avec les mêmes règles, sinon c'est pas juste. Or, la Chine subventionne beaucoup plus ses entreprises que les autres. Elle subventionne la recherche. On l'a accusée de transfert de propriété intellectuelle forcé, de transfert de technologie. Et c'est à partir du moment où on ne respecte plus les règles du jeu, et ce n'est pas la seule d'ailleurs, mais où on ne respecte plus les règles du jeu, qu'on arrive à des tensions effectivement entre des pays qui, eux, de bonne foi, peuvent avoir commencé à ouvrir leurs frontières et à échanger en se disant que ça bénéficiait à tout le monde, c'était win-win. À un moment où on se rend compte qu'il y a un acteur qui, lui, en fait, ne joue pas franc jeu. Et comme le disait Adam, et je suis complètement d'accord, et je vous enjoins à lire son livre au moins autant qu'à regarder le site de l'OCDE, mais comme il le disait, ça fait plusieurs années, en réalité, que les États-Unis d'abord, mais aussi le reste du monde occidental, se posent des questions sur ce que fait la Chine, notamment dans les règles commerciales, mais aussi avec la technologie, puisque quand on parle de technologie, on parle de données, et on sait très bien, les transferts de données, en fait, à travers les frontières, c'est les plus gros échanges commerciaux au monde aujourd'hui. Je m'arrête parce qu'il brûle de parler. Simply that I think that's absolutely right, but I worry that it's too, let's just say that's the optimistic interpretation. It's partial. It's partial, but it's partial and it's optimistic in the sense that it's the suggestion that if China were to undergo a process of transformation such that it then played by the rules, America would have no problem with the rise of a massive East Asian national economy. And what we have seen out of the American state and security apparatus in the last couple of years is a remarkable shift from the first phase, which was WTO-centered, the Chinese don't play by the rules, the Chinese need to be, we need to resume the project of the 1990s, which is to make the Chinese into a responsible stakeholder, in Bob Zoellick's immortal words, which is clearly the ideal liberal vision. And in the process of doing that, presumably the rule of law would come to China because they would have to respect private property more than they do, and we would bootstrap a liberal story. I think what we have seen out of the American security apparatus in the last 2 or 3 years, enabled by Trump, because Trump lets them say whatever they damn well like, is something else, which is a much more elemental resistance to the emergence of a true counterweight. And it's not clear to me what weight one should ascribe to the not following the rules, which may just really be a smokescreen for saying
you know what? We're not comfortable with a world in which a society with 1.4 billion people, with a proud national history and a powerful nation state, is as rich as you guys are going to get. Because even if you don't prioritize military spending, you'll still end up outspending us because your economy will be bigger. And even if you play by all of the liberal rules in the book, if you just tax in exactly the same way that France does, you'll have more military equipment than us. That is an independent vector of destabilization at this moment. Non, mais, alors, je suis d'accord. Deux points. La première chose, c'est que c'est pas la première fois que les États-Unis font ça. Les États-Unis ont fait exactement la même chose avec le Japon dans les années 80. Les mêmes articles de la Constitution, les mêmes personnes, les mêmes produits, la même tactique. Sauf que, évidemment, c'est pas la Chine n'est pas le Japon. Le Japon et la région d'Asie-Pacifique dépendaient des États-Unis pour leur sécurité, alors que la Chine, elle peut parfaitement assurer sa sécurité et que, par ailleurs, elle a l'intention de faire plus que ça. Ce que je voulais ajouter aujourd'hui aussi, c'est la Chine, je ne pense pas qu'elle puisse changer son modèle. C'est pour ça qu'on pense que c'est un changement commercial structurel. C'est que le modèle de développement de la Chine est fondamentalement orthogonal au modèle de développement qu'on a eu, puisque c'est un modèle qui passe par des entreprises d'État et des subventions à la recherche et avec le régime politique qui existe là-bas et qui, bien évidemment, n'est pas le nôtre. Donc, elle ne peut pas changer. C'est pour ça que je pense que ces tensions commerciales ne peuvent pas s'arrêter et que le monde dans lequel on vivait jusqu'à ce qu'on casse, en fait, ces relations, il est mort. Il faut qu'on réinvente un modèle dans lequel, effectivement, on n'est plus dans un monde plat, comme tu disais, mais on est dans un nouveau monde avec des barrières et des menaces de sécurité digitale qui ne sont pas non plus celles qu'on avait avant. I mean, again, with the historian's point, we didn't win the Cold War in East Asia. Nous n'avons pas gagné. We just simply didn't. And so there was an accommodation after 89. There was huge reform pressure in China, so because their economy was failing so badly. It's very difficult to imagine. At the time of Tiananmen Square, I think China's GDP was 2% of global GDP. Et aujourd'hui, c'est un tiers de la croissance mondiale. Et avant de revenir au présent et à ce futur compliqué, une question par rapport au passé. Et une des images qui revient souvent depuis la crise de 2008 et qu'on ne cesse, nous journalistes qui aimons bien les images parfois un petit peu clichés et faciles, c'est la comparaison avec les années 30 où on revient à cette crise. C'est vrai qu'il y a des similitudes sur la bourse qui s'est effondrée, cette explosion des inégalités, de la pauvreté, le populisme. Bon, ça a fini dans la Seconde Guerre mondiale, dans un drame sans précédent. Mais dans quelle mesure cette comparaison est valable? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont pertinents? Est-ce que c'est complètement hors de propos? Comment vous analysez les choses? I must say I'm very skeptical about those comparisons. I think history can have two roles. One is to say to constantly remind us that we've been here before, and then to tell us what it is that we already know. But then I also think history, especially modern history, has an essential role in saying no, we've never been here before. That's, on the basis of everything we've seen, we know the current moment is radically different for the following reasons. The most fundamental is that, mercifully, we don't live after a total war or between two total wars. The politics of the 20s and 30s, the economic organization, cannot be understood without the experience of World War I, which for us now is a centenary, something that we celebrate. It's still present, of course, but it's not present in the way that it was in the 20s and 30s. That was an intensity of mobilization, a horizon of expectation. Questions about identity, subjectivity, commitment to politics were tested against the test of the trenches. That was the acid test of whether you were serious about your politics. Where you stood in relation to that, whether as a pacifist, as a liberal, as a conventional conservative, or as a fascist, that was the test. It was a life and death test.
It was extraordinarily polarizing gender terms, because that's a question that haunts men more in some ways than it haunts women. It haunts women in a very different way. Those kind of polarizations are not in our present reality. Thank the Lord. Of course, there are other types of risk which are absolutely massive. The digital world, the atomic power question, the environment remain. There are plenty of sources of catastrophic politics that one could draw on, but it isn't that experience of mass mobilization that define that period. And I find it trivializing, to be honest, when people make these sloppy comparisons between the Front National, or whatever its current iteration is, or the AfD and fascism in the 20s and 30s, or in America, these absurd comparisons between. There was one in which Mitch McConnell was compared to Paul von Hindenburg, which is, misunderstands Mitch McConnell and demeans Paul von Hindenburg. There's a kind of, it's a bit like the 2008 theme, it's a kind of catastrophic imaginary. But there is one, I think, important point which haunts me, which is what we are seeing, I think, is a paralysis of centrist politics, caught between competing imperatives. And writing about the Eurozone, which I know is a topic that you follow, and Marie's reporting on the Eurozone has been fundamental for our understanding of its development. In the figure of Wolfgang Schäuble, Germany's finance minister, throughout the Eurozone crisis, I thought, an echo of the politics of the 1930s, in the sense that Wolfgang Schäuble is a highly sophisticated person, a deep reader of history, a profoundly committed European, a cosmopolitan European. He's one of that Helmut Kohl post-World War II West German type of characters. So on the one hand, the politics, which is very agreeable and that I actually share, but it's combined in him with this iron-hard commitment to the rule of law and as a corset, as a restraint on human choice and fiscal conservatism. And that combination, that is toxic, if you like, to both sides, because it disables the project of internationalism, it disables the European project in the pursuit of a kind of conservatism that is seen as essential to upholding the rule of law project. Those analogies, that kind of local comparison, I find troubling. It's not strong, Wolfgang Schäuble is not Brüning, but that configuration of a centrism that is paralyzed by conflicting goods, if you like, is I think, dangerous and haunting. Alors pour revenir au présent, ça marche. Il y a un paradoxe aujourd'hui entre, d'un côté, ces banques centrales qui sont devenues toutes puissantes pendant la crise parce qu'il fallait agir vite et qu'elles le pouvaient. De l'autre côté, ces gouvernements européens, en particulier l'Allemagne, mais pas que, qui sont paralysés, qui débattent sans fin. Est-ce qu'il faut faire de la relance? Là, aujourd'hui, l'OCDE appelle la mobilisation de la politique budgétaire. De plus en plus de voix s'élèvent, mais on voit cette espèce de paralysie. Mais oui, mais il y a la dette. Mais oui, mais on ne sait pas si les taux vont... Une paralysie. Et de l'autre, cette tentation autoritaire, on peut l'appeler populiste, peu importe comme on veut, mais on voit cette émergence d'hommes politiques qui dit mais on peut, on est tout puissant. Donald Trump donne des ordres sur Twitter. Enfin, il y a cette idée d'un pouvoir politique qui peut reprendre la main, et donc il y a cette espèce de trois acteurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire si on parle de la zone euro, de cette espèce de paralysie, Laurence? Comment comprendre le fait que les gouvernements ont beaucoup laissé la main à la Banque centrale européenne? Aujourd'hui, on voit que il faut faire quelque chose, on sent tous, tout le monde le dit, il faut que les gouvernements agissent, investissent dans l'éducation, ils ne le font pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est uniquement la question des règles de la dette dans lesquelles on s'est corseté, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, je vais voler le rôle d'Adam 2 minutes pour faire un tout petit peu d'histoire. D'abord, je pense qu'il faut revenir à la crise financière, qui quand même a été très brutale, comme Madame le décrivait tout à l'heure et que tu connais bien. Il y a un choc extrêmement brutal en 2008 et il y a une réaction spectaculaire de coordination quand même de tous les pays du G20 qui décident en même temps que d'abord d'insuffler un soutien budgétaire à l'activité qui est en train de s'effondrer.
et des banques centrales dans des pays du G20 qui décident en même temps de baisser les taux d'intérêt pour relancer le crédit et les investissements. Et c'était spectaculaire de coordination, et ça doit nous redonner un petit peu d'optimisme après la description d'Anam. Et ensuite, il va se passer que, effectivement, aux États-Unis, ça repart comme ça, et nous, en Europe, on a une crise de la dette souveraine publique avec un pays dont on découvre que son déficit budgétaire n'est pas de 4, mais de plus de 15%, et que sa dette n'était pas exactement celle qu'on pensait savoir. Et je pense que c'est là où la divergence entre les États-Unis et la zone euro commence à apparaître. Et là, en Europe, on a très peur que les pays avec une dette élevée, n'aient pas des comptes très justes, puisqu'en fait, il n'y a pas d'organisme central européen qui vérifie les comptes des pays. Eurostat, Eurostat n'a pas le droit de venir. Enfin, maintenant, depuis la crise, si, mais avant, pendant la crise, ils n'avaient pas le droit. C'est un des résultats de la crise que maintenant Eurostat peut faire ça. Et donc, il y a de la suspicion, forcément, sur la Grèce, sur le Portugal, sur l'Espagne. Elles ont aussi fait, les banques ont fait des crédits délirants par rapport à leurs fondamentaux. Donc on a une vraie interrogation parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas partagé ce pouvoir d'aller regarder chez les uns et les autres si tout le monde respectait bien les règles. Et il faudra attendre, effectivement, il faudra attendre longtemps pour 2 raisons. La première, parce que l'Allemagne réagit quand elle est au bord du gouffre, mais pas avant d'être au bord du gouffre. Hein. Et ça, je pense que ça a été détrimental. C'est ce que Angela Merkel a appelé l'ultima ratio. Ce qui devenait être un mot très irritant pour un certain nombre de gens, puisque ça voulait dire que vraiment ça allait très mal. Et il faudra attendre un changement à la tête de la Banque Centrale Européenne pour qu'on ait une action très très décisive de la BCE. Maintenant, comme le disait bien Marie, quand il y a une panique, l'acteur qui peut agir comme ça du jour au lendemain, effectivement en opposant ce qu'on appelle un mur d'argent aux marchés financiers qui spéculent ou qui vont se déchaîner contre un pays, c'est la Banque centrale. Jamais un gouvernement n'arrive à agir aussi vite qu'une banque centrale. Donc c'est super important de préserver la crédibilité et l'indépendance de cette banque centrale. Et à l'inverse, quand on voit comment fonctionne la zone euro, les grosses décisions, notamment de stimulus budgétaire coordonné qui dépassent les règles allemandes, elles se prennent par négociation entre 19 pays. 19 pays qui s'assoient autour d'une table et qui décident de ce qu'ils vont faire ensemble, qui ont des électeurs différents, des cultures différentes, des histoires différentes. Ça prend un temps incroyable d'arriver à se mettre d'accord. Et il faut se rappeler, moi j'étais là la nuit de la crise grecque en 2015, ils en étaient à débattre de la meilleure privatisation de telle industrie en Grèce, et forcément avec 19 pays, c'est juste un cauchemar d'arriver à se mettre d'accord. Donc on a un système institutionnel qui fonctionne moins bien quand il s'agit de budgétaire parce que c'est des gouvernements qui ensuite vont rendre des comptes chez eux, alors que la Banque Centrale Européenne, c'est un board qui décide et qui peut mettre en œuvre. Donc je crois que ça, c'est super important d'avoir en tête. Maintenant, la Banque Centrale, elle est arrivée au bout de ce qu'elle est pas elle pourra toujours faire des choses, mais elle a quand même fait énormément et elle ne peut pas faire tout seul. Parce que comme vous savez, la façon dont agit la Banque centrale, c'est de donner des incitations pour qu'on aille investir dans des projets entrepreneuriaux où qu'on puisse s'acheter une maison, où qu'on puisse financer l'achat de sa voiture. En gros, c'est ça. Et donc, elle baisse les taux pour faire ça. Et forcément, la voiture qu'on ne pouvait pas acheter il y a 6 mois avec les taux plus bas, on peut aujourd'hui. Mais ça a un temps, ça. Si derrière, ça ne s'enclenche pas avec une vraie demande, avec une vraie amélioration des revenus des personnes, une vraie amélioration des profits des entreprises, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse de la demande, on a une baisse de l'emploi, mais qui n'est pas due au fait qu'il n'y ait pas assez de crédit. C'est dû au fait que la demande extérieure, celle qui venait des échanges commerciaux, s'est effondrée. Et la vérité, c'est que la Banque centrale ne peut pas grand-chose pour ça. Tout ce qu'elle peut faire, c'est mettre les taux bas et donner de la certitude aux autres acteurs, que les taux vont rester bas. En revanche, les États qui aujourd'hui peuvent emprunter à 10 ans à des taux négatifs, ça veut dire qu'on va les payer pour emprunter. Ce qui est quand même énorme, on n'a jamais vu ça. Quand on paye un État pour emprunter, c'est quand même colossal qu'ils ne se saisissent pas de l'occasion, parce que c'est à 10 ans, on n'est pas en train de parler d'un prêt à 3 mois. Il peut emprunter sur 10 ans pour aller investir dans une école, dans les infrastructures numériques, dans les milieux ruraux.
Exactement, 30 ans, c'est stupéfiant de ne pas le faire et c'est criminel même de ne pas le faire. Germanie, l'Allemagne, comme disait Adam, n'a pas les infrastructures digitales pour collecter les données qui lui permettront de faire la voiture autonome de demain. Elle refuse d'emprunter pour ça. Ça veut dire qu'elle ne met pas en place les conditions de la croissance de demain. Donc ces enfants auront un retard numérique spectaculaire quand il s'agira de construire des entreprises ou d'utiliser le numérique. Adam et Marie évoquaient la transition énergétique. Je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour le plaisir de s'endetter. Mais quand on construit une école, quand on fait un investissement énergétique qui dure des années, on le voit avec les centrales nucléaires, ça dure plus de 50 ans. Les écoles, ça ne dure pas que 30 ans. Les hôpitaux, ça ne dure pas que 20 ans. Un hôpital, ça doit nous servir, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et encore ceux d'après. Donc c'est normal de répartir le fardeau du financement de l'hôpital sur plusieurs générations. Et c'est pour ça qu'on fait de la dette publique. C'est pas bien d'avoir trop de dette publique, mais c'est bien d'avoir de la dette publique pour les investissements de long terme, surtout quand on est payé pour les faire. Alors, Adam, et avant une petite question, est-ce que finalement les Allemands ne le font pas parce qu'ils vieillissent, donc ils se projettent moins pour leurs enfants parce qu'ils ont de moins en moins d'enfants, donc ça devient un pays qui pense plus à son épargne et sa retraite et moins aux générations futures et encore moins à la transition énergétique. On voit que l'épargne, c'est un sujet explosif en Allemagne. Est-ce que c'est peut-être une des explications? Et puis on parlera de la transition énergétique. Je ne suis même pas sûre, parce que si on est cohérent, quand on a de l'épargne, qu'on soit allemand ou français, ça marche, ouais. Quand on a de l'épargne, a priori, on va l'investir dans des projets qui rapportent quelque chose. Vous allez investir dans les infrastructures qui vont vous rapporter 5 à 7% par an, pas dans un emprunt d'État qui vous pique de l'argent. C'est juste pas très logique. Donc non, je pense pas. Et ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est parce qu'on parle de l'Allemagne, mais il y a beaucoup de pays du nord de l'Europe qui suivent, qui ont aussi les mêmes réserves sur l'endettement, c'est de regarder les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont la même philosophie économique que l'Allemagne. Or, les Pays-Bas ont annoncé il y a 3 semaines qu'ils faisaient 2 choses qui, à mon avis, sont un changement super encourageant. D'une part, qu'ils allaient essayer de mettre un frein à la baisse de la croissance avec un déficit budgétaire supplémentaire de 1 point de PIB, ce qui est colossal. Alors certes, ils ont une dette publique qui est en dessous de 50% du PIB, c'est pas tout à fait comme dans le sud de l'Europe, mais aussi qu'ils allaient mettre en place un fonds public de 50 milliards qui allait servir à l'investissement, notamment dans la transition énergétique et numérique. Et donc, on peut avoir de l'espoir que dans les pays du Nord qui se rendent compte de la gravité de la situation, on peut passer à autre chose et à une autre façon d'aborder l'endettement. Adam, est-ce qu'il faut faire un grand plan de relance, alors non pas comme celui des années 30, mais pour financer la transition énergétique, un New Deal vert, et comment ça pourrait relancer ce qui aujourd'hui ne marche pas? Listening to Laurence, I'll just add one tidbit to this question of underinvestment before answering your question about the Green New Deal. Sitting in the airport a couple of days ago, reading one of your reports, and thinking about this question of whether an aging society should be investing in its young people, the OECD statistics show that half as many young German workers in their 20s have university education as their counterparts in South Korea. Half as many. If you want to see the model of a highly industrialized society like Germany that depends on a very similar combination of industries, as does Germany, genuinely preparing itself, both for the digital world, where South Korea has the highest rates of connection in the world, is way ahead on 5G, and broadly in its population, South Korea is a model of precisely this kind of transition, and it depends on a very large investment rate, which is just not what is happening on the German side. And it is indeed, I think you put it exactly right, it is a crime, an utter irresponsibility in the face of negative interest rates not to be taking this historic opportunity to be investing. And the issue which in Germany is the biggest puzzle is indeed the energy transition. You know,
symptoms of this are, to pick up another case, are extraordinary, because as everyone knows, I think Germany made a huge push into renewable energy, wind and indeed solar. But the problem is that the wind blows strongest in the north of Germany. The electricity is used in the industrial manufacturing centers of Stuttgart and Munich in the south, and the Germans do not have the north-south power lines so as to be able to take surges of wind power from their new power stations to the south. Instead, the electricity gets driven outwards, east-west, and threatens to blow the fuses on the Polish network because it can't be channeled down south. Now, in part, that is a problem of lacking investment. It's a problem of money. It's in part, if you talk to Germans about this, they'll immediately tell you, well, that's just the beginning, because the problem of underinvestment is also a problem of regulation. It's a problem of entrenched law. It's a problem of what Americans call NIMBYism, not in my backyard. And the Germans will point you to the comparison between the French experience with the TGV, which was just bulldozed through by the Fiat of Paris, as opposed to the ICE, which came 10, 15, even maybe 20 years later, because every community in Germany has the right to protest through elaborate legal systems the projects of railway building. These seem to me to be excuses. The other thing the Germans will tell you is that they can't raise their investment rate because the capacities are not there in the construction sector to absorb extra quantities of money, which again is an endogenous problem. It's a problem of being caught in a situation of having underinvested for too long, which then means that your capacities to invest atrophy. All of this adds up to saying that the challenge of relaunching a large-scale investment program does indeed have to be viewed holistically. It does indeed have to be viewed as a project like something like the New Deal. That's one way in which I think this language is significant and is resonant. It needs to be across a broad front. It needs to touch on appropriate issues of local regulation. It needs to touch on the capacities of the industries that would actually deliver the capital goods, and it needs to focus on the funding, which at this point is the easiest part of the equation. The funding is the simplest thing. The question is sitting there in the room and enormously pressing for Germany. Germany, completely unlike France, has a hugely carbon-dependent energy supply system because, of course, France made the historic decision in the 70s to shift to nuclear power, which means, for better and worse, and of course there are downsides and risks to this as well, you do not have the same level of carbon intensity in your energy supply system. Germany, on the other hand, is Europe's largest user of coal. So there is a huge demand to shift. But then, too, you see massive resistance in German society to a rapid exit from coal, which means they've only been able to commit to 2038 as the date that they'll exit. 2 weeks ago, we were all expecting the German government, the Grand Coalition, the GroKo, in a summit meeting that they convoked in Berlin on the 20th of September to deliver this holistic energy transition package. And what emerged was a mouse. I mean, what emerged was a program which offers carbon prices of 10 euros from 2021, rising to 35 euros per tonne, which is the minimum threshold, we think, for any effectiveness by 2025. A potpourri of small-scale programs to subsidize house conversions, and all of it under the sign and under the promise from Finance Minister Scholz, who represents the Social Democrats, he's the senior Social Democrat in the coalition, that all of this will be compatible with the debt brake and the Schwarze Null. For me, that was the moment at which my political patience with the Grand Coalition project ran out. If you want a simple answer to the question when we will get a breakthrough, it's an election and a government with the Green Party in office in Germany. It's our only hope at this point, in my view, of breaking this impasse. It is massively dense in social terms. It involves whole networks of obstacles. Currently, there is no energy in the Grand Coalition government to push through those, despite the fact, as Laurence has shown, that this is the greatest historic, if you like, it's money on the street waiting to be picked up. Because just spell this out again, to not invest when you're going to be paid to invest implies that you don't think that you can find something that will make less of a loss
over the lifetime of the investment than the money that you're going to get from the people who will be paying you to lend you money. I mean, it's a vision so pessimistic about your ability to find ways of spending money in the Pelmic realm that it puts in question the entire raison d'etre of a state. If that's what a state thinks about itself, well, how do you continue to function as a polity? Mais en même temps, on ne peut pas demander à l'Allemagne de faire tous les investissements pour la zone euro en disant les autres ont moins de marge de manœuvre. Alors, comment faire dans les autres pays, et pas forcément la France, mais le sud de la zone euro, et comment combiner ça, Laurence, avec l'autre défi qui est de réduire les inégalités aussi, et donc de revoir peut-être ce qui fonctionne moins bien dans la protection sociale. Enfin, en tout cas, comment combiner ces deux défis qui nécessitent des investissements pas évidents dans les pays qui ont moins de marge de manœuvre que nos voisins allemands? D'abord, je voudrais revenir sur... je vais rebondir sur ce que disait Adam, parce que la question du réseau de distribution de l'électricité dont parlait Adam entre le nord et le sud, c'est en fait quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Europe. Et s'il y a un investissement qu'on peut faire au niveau européen, c'est effectivement le réseau de distribution d'électricité. Aujourd'hui, on ne le fait pas et on n'aura pas plus d'énergie renouvelable tant qu'on n'arrivera pas à faire ça. On n'arrive déjà pas à passer les Pyrénées entre la France et l'Allemagne, donc vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour toute l'Europe. Mais pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et ça, c'est un exemple aussi du fait qu'on n'exploite pas assez le fait qu'on est une région européenne. Quand on entend dire oui, mais nous on est à pleine capacité, on n'a pas les moyens, on n'a plus d'entreprises libres pour construire ou investir, mais allô, on est en Europe, il y a des pays qui ne sont pas au plein emploi, oui, qui ont aussi des ingénieurs qui sont tout à fait qualifiés et qui par ailleurs peuvent venir travailler chez vous ou chez nous. Donc on n'exploite pas ça et on parle beaucoup d'investissements, mais pour que ces investissements soient rentables, pour qu'ils soient optimaux, il faut aussi qu'on exploite le fait qu'on est en Europe. Et ça veut dire qu'on maintienne des frontières ouvertes, qu'on facilite en fait le mouvement de ces entreprises pour qu'elles puissent aller fournir leurs services là où il y a des besoins et que par ailleurs ça crée des emplois pour ceux qui n'en ont pas. Et pour répondre plus à ta question, je pense qu'on a tort d'opposer la transition énergétique et les inégalités, mais totalement tort. Et je vais commencer par la pollution. Le problème avec la transition énergétique, on en parlait tous les trois en arrivant, c'est quand on parle des dégâts du climat, c'est à part des catastrophes naturelles qu'on voit un peu plus souvent et qui sont terribles, hein, mais quand même le gros de ce qui va se passer dans 100 ans, et les coûts pour faire la transition, c'est aujourd'hui. Donc si on est un homme politique aujourd'hui, on paye pour la transition pour ne pas voir une catastrophe arriver dans 100 ans. C'est pas un très bon deal. Mais en revanche, il y a un truc là qu'on voit tout de suite et sur lequel on a beaucoup d'évidence, et c'est la pollution. La pollution, aujourd'hui, elle est responsable d'une mort sur 8 dans le monde, soit 7 millions de morts par an. C'est colossal. Et ça, on a de l'évidence scientifique qui est encore plus solide, on peut le dire, que celle sur le changement climatique. Et on sait aussi adresser la pollution parce qu'on n'a pas besoin forcément d'augmenter les impôts ou d'augmenter le prix de l'énergie. Il suffit. Les normes, la réglementation aident à contrôler la pollution. C'est la réglementation sur la qualité des logements, c'est la réglementation sur la qualité des voitures, sur le type d'émissions qu'elles font, c'est la réglementation sur le transport public. C'est tout ce qui fait qu'en fait, on vit mieux au quotidien et ça touche évidemment et ça contribue à réduire les inégalités parce qu'améliorer la qualité des logements pour tous, c'est un bien-être supplémentaire pour tous. Or, aujourd'hui, si on n'avait pas cette réglementation, la partie aux revenus, la partie la plus confortable de la population pourrait le faire pour elle, mais pas forcément les autres. Si on fait des transports en public plus propres, plus nombreux, parce que ce qui pollue le plus, c'est le transport en voiture, on aide non seulement les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en voiture tout le temps, mais en plus, on crée de l'air plus propre. On a mesuré qu'entre 2000 et 2015, on avait réduit la pollution d'une telle façon que ça augmentait la santé des personnes, donc leur productivité au travail, et si on veut être totalement pragmatique, ça a contribué à ajouter presque 0,2 points de croissance dans des années où en moyenne on avait un seul point de croissance. C'est énorme, donc on a tout intérêt à faire pour ça, et ça marche dans le
dans le sens de réduire aussi les inégalités, puisque si on est en meilleure santé, on travaille mieux, on peut gagner plus d'argent, on peut aussi travailler mieux à l'école quand on est un enfant et plus réussir. Et après, sur le changement climatique, on a souvent opposé changement climatique et croissance, et je crois que c'est faux. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis 2000 jusqu'à 2017, on a totalement découplé la croissance des émissions de gaz à effet de serre en Europe de la croissance du PIB. La croissance du PIB, ou plutôt depuis les années 90 jusqu'à 2017, c'est plus de 58% en cumulé. Les émissions ont baissé de 22%. Donc on peut continuer de croître, on peut continuer d'augmenter le revenu des personnes, leur emploi et leur salaire, et on peut diminuer les émissions en même temps. En fait, on l'a fait notamment grâce à la production d'énergie, parce qu'on fait de plus en plus de renouvelables qui coûtent de moins en moins cher. Ce n'est pas le cas dans le transport, où on continue d'émettre autant, mais ça montre que c'est possible, et ça montre aussi que ça bénéficie à tout le monde. If you look at the numbers that Laurence is citing, and they're so important because what they allow us to do is to establish a direct link between improving the environment and taking action on climate and present and immediate interests of finance ministers, who are the decisive figures in this story. If you look at where those reductions and that uncoupling was achieved, it wasn't, unfortunately, in places like France, which already had relatively efficient energy systems. It was above all in the reduction in brown coal consumption in Poland and Romania and in Germany over that period, and the substitution of gas. And that speaks directly to your point about pollution as a threat. You can map the Europeans killed by the emissions from Germany's large northwestern brown coal power stations. There are fantastic maps created by the anti-coal movement which show the huge plumes of pollution that flood across northern France and Belgium from the Ruhr area where the Germans burn brown coal, which is the most polluting and most dangerous form of energy production that we still indulge in. These are the big German brown coal power stations are the largest, the so-called super polluters. They match Chinese power stations. They're not as high-tech as they ought to be, and they are killing Europeans in neighbouring countries at the rate of several thousands a year on the basis of the medical evidence that we have. So this is, I think, an incredibly important anchor through which, or a lever through which to drive this discussion, because it isn't just a problem of the future, it's your neighbour with a respiratory problem or your child with asthma that is paying the price for this, at this point, indefensible energy system. It's not even justifiable in economic terms. You have to contort the accounts of the energy companies to make this a reasonable long-term proposition. The available sources of renewable energy are so cheap and so efficient by comparison, and they would get more so because we're still at points on the learning curves where large-scale investment will actually drive costs down quite dramatically. So I agree that that's a very promising avenue through which to drive this discussion from a sort of hypothetical medium to long-term risk to something that we have an immediate stake in doing. And the Chinese, after all, have demonstrated at much higher and much more oppressive levels of pollution how powerful that feedback loop can be. Because there, the climate politics was driven above all through the fact that the major cities of northern China had become uninhabitable because of the levels of pollution, which is, of course, not the same thing as climate gas, but it establishes the link. On va peut-être prendre bientôt des questions du public. Un dernier commentaire peut-être sur ce sujet. Et puis si vous avez des questions, il y a des micros qui vont circuler. On va se garder une petite demi-heure pour... Peut-être il y a une chose dont on a... peut-être deux choses dont on n'a pas encore parlé. La première, je pense, on parlait de règles du jeu tout au début. Et pour que puissent se développer des entreprises dans le digital, dans le renouvelable, etc., il faut que la concurrence soit forte. Parce qu'on a beaucoup parlé d'investissement, mais je vais quand même
enfoncer un peu la casquette OCDE en parlant de réforme, et la réforme sur la concurrence, celles qui font qu'en fait une entreprise, une start-up, elle peut arriver sur un marché et elle peut challenger une entreprise existante. C'est super important pour arriver à réussir à la fois la transition digitale et la transition numérique qui dépend du digital, parce que les réseaux de distribution, pour ça on a besoin d'avoir des collectes de données sur la façon dont on consomme en fonction de la température dans les régions, en fonction de la production, etc. Et si on n'a pas des bonnes règles de concurrence, si on ne peut pas avoir de nouvelles entreprises du numérique qui viennent challenger les entreprises existantes, on va avoir du mal à développer ça, parce que les entreprises existantes, si elles se sentent protégées, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles innovent un tout petit peu moins et elles commencent à accroître leurs profits et à ancrer leur position dominante. Donc ça, je pense que la politique de la concurrence, on n'en a pas parlé, mais c'est super important aujourd'hui. Et autre chose... On a évoqué l'éducation et pour moi, c'est vraiment la base de tout ce dont on vient de dire, c'est de faciliter l'accès à une éducation de qualité pour tout le monde et pas seulement dans la filière générale, mais aussi dans les filières professionnelles. Adam parlait de l'Allemagne et du moindre degré d'éducation tertiaire qu'en Corée, ce qui est juste. En revanche, ils ont une capacité à absorber des personnes issues de filières professionnelles plus importantes et aussi à les requalifier tout au long de la vie. Nous, on ne sait pas faire ça. Et je pense que ça, c'est un des grands investissements qu'il faut faire aujourd'hui. If we have questions, we should take them, but otherwise I'll come back on the competition policy. But we have two questions. On va prendre quelques questions. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Merci pour cette conférence très intéressante. Alors moi, je voudrais juste vous poser une question concernant... il me semble que c'est l'investisseur le plus important au monde, c'est BlackRock. Il y a un documentaire qui est sorti chez Arte récemment sur cet investisseur qui est présent dans un nombre incalculable de grandes entreprises, notamment en France. Donc le titre, c'est « D'où viendra la prochaine crise ?» Est-ce que la crise ne pourrait pas venir de BlackRock, notamment quand on pense à Larry Fink, son directeur et le créateur de cette entreprise, qui a été reçu par Macron en juillet. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Donc j'aimerais connaître votre avis sur BlackRock et sur le plus grand investisseur au monde. Merci. Alors moi, je ne vais pas répondre sur BlackRock, mais vous me donnez l'opportunité. Je vais laisser Adam faire le sale boulot. Mais vous me donnez l'opportunité de... Je pense que vous soulevez un sujet qui est important sur le montant de dette, effectivement, parce que c'est une chose d'investir dans les infrastructures nécessaires à la croissance de demain, mais c'est vrai aussi qu'on a énormément de dettes d'entreprises dans l'économie aujourd'hui et qui n'est pas forcément toujours de très bonne qualité. Et une des raisons pour lesquelles le ralentissement de la croissance est très inquiétant aussi, une raison supplémentaire, c'est que si la croissance continue de ralentir, il y aura des entreprises qui iront moins bien, qui soit feront faillite, soit ne seront pas capables de rembourser cette dette. Et là, on sait ce qui se passe. Et s'il y a plusieurs entreprises, si on commence à avoir une vague d'entreprises qui ont du mal à rembourser la dette, elles perdent leur notation. Quand elles perdent leur notation, des investisseurs évidemment ne peuvent plus, parce les investisseurs ont des contraintes en termes de ce qu'ils peuvent acheter, vont devoir vendre cette dette qui va perdre encore plus de valeur. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, et ce n'est pas ce dont vous parliez, c'est que qui détient cette dette, qui détient ces investissements? Mais c'est vous et moi, c'est notre épargne. Et à partir du moment où c'est notre épargne, ça veut dire que vous allez moins consommer aussi, vous allez peut-être avoir des problèmes pour votre retraite, vous allez vouloir plus épargner et ça va encore faire moins de demandes et encore moins de croissance. Et ça, je pense que c'est un vrai risque qui vient du secteur financier. À toi. So BlackRock, it's fascinating to watch the European preoccupation with BlackRock. It's an amazing phenomenon, and it's well justified. I mean, they are an extraordinary financial actor. They're huge. This is the single thing that's most dramatic about them. And as owners, they exercise an influence over such a gigantic slice of the world economy. What is there like? Are they managing? I can't remember. It's 4 or 6 trillion. But anyway, it's a huge balance sheet that they run. And so it's easy to see, I think, why people are concerned about them. And they're obviously very, very
adventurous in their thinking about how to make profit in ways that intrudes into the ordinary lives of people by way, for instance, of their acquisition of discounted portfolios of Spanish real estate during the crisis. So all of a sudden they become your landlord, and this is a terrifying prospect for good reason. From the point of view of the question, and so from the power political point of view, I think there are very important questions to be asked about how actors like this function. There is a great deal of work in the US now about, essentially, it's an old sort of question about corporate interlock. So is it a coincidence that airlines in the United States that have the participation of large asset managers like BlackRock appear to act in a sort of somewhat coordinated way? Presumably not, but do we understand exactly how that coordination works? No, we don't. So I think there's very good reason to be deeply concerned about them. But from the point of view of our question, d'où viendra la prochaine crise, the thing to understand about BlackRock is it isn't a bank. And that means that it operates and creates a rather different type of crisis risk. In fact, they themselves would claim they create no crisis risk, right? They don't operate like a bank because they don't have leverage, would be their claim. And the money they put in play is real money. This is the language they would use, and it takes its losses. And so they are, if you like, the reputable actors of the financial system because they are unlike banks which take other people's money and gamble with it, with huge leverage. Now, this is obviously self-serving, legitimatory talk on the part of the asset managers, and a large part of the policy-making community with regard to financial stability in the last couple of years has been occupied with the question of whether asset managers like BlackRock and their many other counterparts actually do pose systemic financial stability risk. And the questions that centers on are whether or not it's true that they do not operate with leverage. And it's clearly not. Some of the major asset managers actually do have leverage. So they borrow money onto their balance sheet so as to multiply the scale of their bids. They're not just taking funds from a pension fund and putting that money in play 100%. They're actually, some of it is borrowed into their balance sheets. What one has to say in their defense is that the leverage on the balance sheet of asset managers is never on the scale of the big European banks before the crisis. Deutsche Bank was up at 60-1 in 2007-8. There's no asset manager in the world with that kind of leverage. What we do, however, really worry about is run risk with asset managers. So the worry is not that they have borrowed a huge amount of money, but that the money that is committed to them, which is immediately at risk from the investments that the asset managers has made, could be very suddenly withdrawn at a moment of panic. And if we're talking about relatively small markets where adventurous asset managers have increasingly gone because they are searching for yield, because interest rates are so low, there are even private borrowers in the Eurozone who pay negative interest rates, private companies. So BlackRock can't make any money lending them money if it has to pay to lend to a corporate. So asset managers like BlackRock have gone looking for much larger risks. Those sorts of markets are narrow. And so if a manager like BlackRock tries to pull out because people are pulling the funds out of BlackRock, it creates the risk of what we call fire sale risk, which is when prices collapse, not because the underlying values have actually fallen that much, but because the people who hold the assets desperately need to sell them all at once. And so hidden leverage and run risk are two reasons why the global financial regulators have in fact paid increasing attention to asset managers. And I think there is a distinct possibility, it's difficult to tell because the politics of the US are so troubled right now, that we might move to a regime in which asset managers are subject to the sort of regulatory regime that we see for large banks now, which would focus on managing those particular types of risk with them too. This is different, obviously, from the power political question, the political question of how much influence funds of this scale exercise simply through their size.
On va prendre la question suivante du monsieur juste derrière le... Merci. Bonjour et merci encore pour cet exposé. J'ai 2 questions, mais vous n'êtes pas obligé de répondre aux 2. La première, c'est sur la crise économique et politique. Que se passerait-il, à votre avis, si Trump n'était pas réélu? Ce qui reste un peu possible quand même, pas sûr. Et le rôle des multinationales dans la crise du capitalisme, aujourd'hui, ce sera très difficile de les faire changer de position, c'est-à-dire l'actionnaire, le profit vers l'actionnaire, et malgré tout ce qu'on entend aux États-Unis. Et est-ce que le fait que les politiques puissent s'en prendre aux patrons de multinationales pour faire changer ce type de capitalisme, comme on le voit avec Volkswagen et la condamnation probable du président, et donc attaquer directement les présidents de ces multinationales, est-ce que c'est une solution? Et puis dernier point, moi quand j'ai vu d'où viendra la prochaine crise, pour moi elle était dans la surpopulation africaine et le manque des ressources, et je ne sais pas si c'est un point que vous souhaitez aborder. On va peut-être prendre 2 autres paires de questions, comme ça on aura le temps de répondre un peu plus. Bonjour, merci aussi pour vos apports tout à fait intéressants. J'aurais voulu, d'où viendra la prochaine crise, ce que nous n'avons pas beaucoup entendu, c'est la question finalement de la croissance et du type de croissance souhaitable et possible pour demain. Alors j'aurais voulu voir où vous intégrez dans votre raisonnement ce qui est régulièrement et heureusement dit aujourd'hui. Nous sommes dans un monde fini, où la croissance n'est pas infinie. C'est la question de la gestion des ressources. Comment l'intégrez-vous dans votre raisonnement global? Merci. On va prendre encore une petite question. Et puis je rappelle que nos intervenants seront en bas après avec le livre d'Adam notamment. Vous avez d'autres questions, on pourra éventuellement prolonger. Merci. Faut-il craindre la nouvelle route de la soie? Vaste sujet. Qui veut... I actually don't think that we should exaggerate the autonomy of multinational corporations. To the extent that we do, we feed a sense of their immunity, which is false, essentially. There are many different ways in which national jurisdictions can, in fact, touch on, constrain, and massively affect the business of transnational entities. And if we don't do that, it's a choice. It's a choice, and that choice results from innocence, naivety, but also, of course, as a result of the lobbying of their lobbyists who do their job in trying to persuade national governments not to touch them. And one of the most important avenues there is obviously the work that organizations like the OECD are doing on the extraordinary and indefensible structure of tax havens, including in Europe itself. The position of Ireland, Luxembourg, and the Netherlands seem to me completely indefensible. So the power is there. Their transnationalism by itself does not insulate them from the potential of national action. I think the question of Africa's population is an urgent one, particularly for Europe, but I would strongly warn and guard against framing it in terms of overpopulation. That seems to me to prejudice the discussion right from the very beginning by presupposing some kind of norm which Africa is deviating from. But the reality of explosive demographic growth in sub-Saharan Africa is one that we have not wrapped our heads around. In my trawling of data, which I do in idle moments, I don't think I've ever come across a number more astonishing to me than one released by the Pew Center in the US, a very important and reputable center, which claims that on our best calculations, in the coming century, 850 million babies will be born in Nigeria. 850 million babies in Nigeria. A country with one of the highest maternal mortality rates in the world and with no discernible, sustainable growth model to sustain that population. Now, Nigerians are obviously themselves an immense human resource. No one would ever in their right mind underestimate the entrepreneurial energies of Nigerians. But
Nevertheless, that number is a stark reminder of the way in which the 21st century, after being begun as an Asian century, is going to become the century of Africa unless some truly catastrophic demographic factor intervenes. Otherwise, the reality of the second half of the 21st century is that sub-Saharan Africa will loom larger in it than at any point previously in the history of humanity. And that is a reality coming towards us very rapidly. And many of those states, notably Nigeria with its low-lying southern areas, are extremely exposed to climate change. And I think that also then goes to this question of the Silk Road, whether we should fear it or not. It seems to me we should only fear it in relational terms. We should fear it because it exposes our own inability to mount anything like an equivalent response. That, for me, is the reason why it seems ominous, not because I really fundamentally find it puzzling what the Chinese are trying to do. It doesn't seem to me mysterious that the economy expanding as rapidly as the Chinese should want to secure its sources of raw material supply. It doesn't seem to me mysterious that they would expand their growth model in the way that they have. It's the only model they know, and it has worked in very powerful ways. Why would they not do this? Nothing about this seems puzzling or particularly scandalous even. There is a sort of sense of scandal in exposing the neo-imperial ambitions of Beijing. You know, why are we surprised? I don't understand that. What I do find alarming is that it's so remote from our own imagination to formulate an answer that would really be adequate. And there have been moments, of course, notably again, when Germany was running the G20 and it had the chairmanship and Angela Merkel launched the so-called Marshall Plan for Africa, again, a rather regrettable, I think, reminiscence of the Cold War period. But the regrettable thing about it was the dimensions. And as soon as Europe begins to talk about what the dimensions are with which we expect to respond to a continent, one country of which will have 850 million births in the next 80 years, it's low double-digit billions again, the kind of upper limit of the German financial imagination, both in the Eurozone and outwardly, and that is just not in the ballpark of where we need to be. If you're not talking trillions in a serious global currency, you're not in the game. And that, I mean, that sounds like an incredibly crude thing to say, but it's what the Americans call sticker shock. Unless you're able to actually assimilate the fact that this is the scale on which global geoeconomics is conducted right now, it's very difficult to even enter the game in a serious way. Laurence, sur la décroissance peut-être ou sur la... Juste ouais, trois choses. La première, sur la route de la soie, je pense que la question qu'a pas évoquée Adam, c'est celle de la gouvernance des prêts qui sont faits. Et pour le coup, le G20 travaille dessus parce qu'effectivement, on peut se poser des questions sur la transparence des prêts qui sont faits par la Chine aux pays sur la route de la soie et des conditions de prêts qui sont données. Évidemment, on veut faire des prêts avec des conditions qui soient honorables et c'est pour ça d'ailleurs que la principale banque internationale qui finance la route de la soie, qui est la EIB, a la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis qui siègent pour contrôler cette gouvernance. Et je pense que c'est plutôt ça, il y a un vrai besoin de transparence aujourd'hui sur le type de prêt que la Chine a fait à d'autres pays. Surtout quand après ils vont au FMI et qu'on doit les aider à rembourser ces prêts, c'est normal qu'on sache à peu près de quoi il s'agit. Sur les entreprises multinationales, merci Adam de m'avoir tendu une perche. Il y a énormément de travaux qui sont faits, notamment par l'OCDE, pour faire signer à peu près 130 pays des accords en matière de transparence fiscale. Donc aujourd'hui, il y a 130 pays qui s'échangent des informations sur ce que font les entreprises multinationales chez elles pour savoir si elles payent effectivement une part juste d'impôts qui reflète l'activité économique qu'elles ont. Et comme la transformation numérique, bien sûr, impacte la façon dont on fait du business aujourd'hui, vous avez tous en tête les GAFA, etc. Il y a un projet qui est en cours, toujours avec ces 130 pays et qui avance assez vite pour faire deux choses. La première, étudier l'idée d'un impôt minimum sur les sociétés multinationales dans le monde. Et la deuxième, comment est-ce qu'on peut déterminer s'il y a un abus des entreprises multinationales grâce aux techniques du numérique pour échapper à une partie de l'impôt. Alors sur l'impôt minimal mondial,
on peut légitimement se dire que ça ne va pas être facile. Sur l'autre, en revanche, je pense qu'on peut penser que ça avance plutôt bien. Et sur la décroissance, alors je suis fondamentalement pas d'accord avec cette idée, parce que je pense qu'on n'est pas assez uniformément riche, parce qu'on a trop de personnes qui vivent mal pour se permettre de ne pas croître assez, notamment, et Adam le rappelait, notamment en Afrique, mais aussi dans nos pays. Et que par ailleurs, quand on voit le découplage entre les émissions carbonées et le taux de croissance et la masse d'investissement dans les énergies propres qui nous attendent, et dans le numérique, on peut parfaitement penser qu'on va continuer d'avoir de la croissance et que ça va nous permettre d'améliorer le sort de toutes les personnes qui aujourd'hui méritent de voir leur sort amélioré. Donc on peut en parler très longtemps, mais fondamentalement, je pense qu'on a la technologie, qu'on peut respecter l'environnement, faire les investissements nécessaires pour continuer de croître et que c'est la condition nécessaire pour élever le niveau de vie de tout le monde. On a encore quelques minutes pour 2 petites questions, peut-être de ce côté. Oui, sur un sujet qui est peut-être pas très prégnant aujourd'hui, celui des terres rares et de l'ultra-domination de la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis une question, peut-être le monsieur derrière. Bonjour. 2 questions, une pour les organisateurs du Monde Festival et l'autre pour les intervenants. Pour les organisateurs du Monde Festival, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez baisser un petit peu la clim par un samedi pluvieux d'octobre? La question sérieuse pour les intervenants, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait repenser votre manière d'interpréter les statistiques de l'OCDE? Vous parliez d'un découplage entre la croissance et l'impact environnemental. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mythe de la courbe de Kuznets environnementale qu'on enseigne, que les professeurs d'économie néoclassique enseignent aux étudiants d'économie de l'environnement. Et en fait, la raison pour laquelle il y a une diminution de l'empreinte carbone territoriale, c'est juste qu'il y a de la délocalisation, selon moi, je suis ouvert au débat. Et donc, en fait, si vous regardez l'empreinte carbone véritable des Français, donc territoriale plus importée, elle n'a, d'après moi, pas du tout bougé en 25 ans. Merci. On va prendre une toute dernière question du monsieur tout au fond, et il nous restera 5 minutes pour répondre, mais je compte sur vous. Bonjour. Alors moi j'ai une question actuellement. Actuellement la Fed est en train d'injecter des centaines de milliards de dollars sur le marché américain suite à des réticences des banques pour se prêter entre elles. Parce que les banques avaient parié sur la baisse du prix du baril de pétrole et que les événements qui ont eu lieu en Arabie Saoudite ont fait doubler le prix du baril de pétrole dans les derniers jours. Il s'est passé à peu près la même chose en 2008, juste avant la crise. Est-ce que vous pensez que ce sont des signes qui répondent du coup à la question d'où viendra la prochaine crise, qui doivent être prises en compte, et est-ce que c'est inquiétant ou pas? Je vais commencer par répondre sur les émissions. J'ai bien parlé de l'Europe et j'ai bien parlé des gaz à effet de serre. C'est effectivement pas la même chose partout, mais sur la période dont je parlais et pour ces émissions précisément, en Europe, on observe ça. Ça ne veut pas dire que l'empreinte carbone a diminué. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il y a une chose que beaucoup n'avaient pas pris en compte, c'est la vitesse à laquelle le prix des renouvelables est en train de baisser. Et il y a une chose qu'on ne prend pas assez en compte, c'est la pérennité du type d'investissement qu'on fait pendant la transition énergétique. Et je crois qu'Adam y faisait allusion. Il faudrait éviter d'investir aujourd'hui dans des usines, dans des mines qui vont faire du charbon et qui vont durer 35 ans, quand on a les moyens aujourd'hui de faire des investissements renouvelables. Donc je pense qu'il y a un progrès phénoménal à capturer et qu'on n'a pas encore capturé, mais c'est très irrégulier. Et par ailleurs, ce qui se passe en Europe, pour une fois, l'Europe est exemplaire dans ce domaine, plus que, en tous les cas, beaucoup d'autres pays. Regardez les émissions par pays. On est une des régions du monde où c'est le plus bas. Sur la fête, je peux répondre en partie. Je suis sûre que Adam complétera. Et j'ai oublié la première question, en revanche.
Il y a deux choses. La première, c'est qu'on est dans une période extraordinaire où le bilan de la Fed, même si c'est réduit, il est toujours très élevé. Donc il y a une méthode de gestion des réserves qui est nouvelle par rapport à ce qu'on faisait avant la crise. Je ne suis pas sûre que le manque de liquidité ait été dû à ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment, ça a augmenté de liquidité, que nous, on n'aurait pas eu ces espèces de hausse brutale de taux d'intérêt parce qu'on a un système en Europe avec un corridor et où la Banque centrale vient en appui tous les soirs pour s'assurer qu'il y a assez de liquidité dans le système pour équilibrer le système, ce qui n'est pas le cas sous le contrôle d'Adam des États-Unis, justement. Donc, en fait, la Fed a dû intervenir parce qu'on n'a pas ce système de clearance aux US. Maintenant, c'est peut-être pas la meilleure façon de gérer les réserves et c'est jamais réconfortant quand on voit des problèmes de liquidité à un moment, quand on voit un fonds qui ferme, et il y en a eu 3, je crois, sur la dernière année. D'ailleurs, c'est bien qu'il y a des choses dans le système qui vont pas très bien et que les superviseurs devraient effectivement renforcer leur surveillance. J'ai oublié la première question. The rare earths. Yeah. So the rare earths question is one of those ones where this issue of, as it were, the limits of growth recur because they appear to be a strategic variable in the global economy. They're the key mineral components that we discover inside our smartphones and inside the batteries in new electric vehicles. And then we discover that they appear to come from a limited range of places. And then we discover that the Chinese have quite quietly, but nevertheless extremely effectively, bought control of a large part of these reserves, the ones which aren't actually produced in China itself. And that then gives them the capacity to turn the supply on and off in relation to Western actors. And this appears to be a kind of the strategic bottleneck. And that, I think, is an argument that's quite powerful, and Japan has periodically experienced shocks from the Chinese willingness to throttle these supplies down. But the economist in me is always tempted to say, well, that's true for the short and possibly even the medium run, but don't underestimate the impact of price signals in changing supply. The predictions of the limits to growth that were made famously in the Club of Rome report of 1972 that hinged on the physical limitations of supply of key commodities have almost all been invalidated because the price signal system works spectacularly to reduce demand at the limit, to force people to find ways on economizing, and in opening up new sources of supply. So my prediction would be, it's not based on any great global mineralogical knowledge, but my prediction would be that if there were to be a prolonged shortage of any key one of those materials, we would discover that there are, in fact, reserves somewhere in the United States which, under the prevailing conditions of regulation and prices, were not efficient and now suddenly have become efficient to produce and would emerge. This makes me sound like some sort of naive advocate of the market model. On the contrary, this is also, of course, one of the reasons why the climate change problem is as difficult as it is, because these market mechanisms create perpetual incentives to unlock new sources of energy. What we need to end the climate problem is something which no market can naturally produce, which is high prices for consumers and low prices for suppliers. That's the configuration of prices that will actually allow us to address this problem. The market will continuously balance and produce, and as we've seen, an endless expansion. So I would think that would be my caveat on the rare earths question. Very briefly, because I know we're out of time, to go to this issue, which, if I've correctly understood it, the question from the back is about the recent interventions of the Fed in the repo market. One of the perverse effects of having written a book in which I explained to a relatively large leadership why repo matters is I cannot now go to a dinner party in New York without somebody very anxiously looking at me across the table and saying, oh my God, is this the end of the world? Because the repo market shutting down or non-functioning in the way that it has is indeed a very serious matter, because this is the space in which large American financial actors fund their holdings of securities on a very short-term basis. Basically, overnight is the largest single volume of repo trading. But we do, I think, and I think I'm broadly in agreement with Laurence here, have to distinguish between the tensions that we're seeing now and the tensions we saw in 2007-8. What we're seeing now
seems to be a structural shortage of liquidity in key markets, which is the result in part of regulatory change, in part as a result of the movement of the Fed balance sheet. What we saw in 2007-8 was quite different, which is a huge withdrawal from the repo market as a result of quite well-founded anxiety about the creditworthiness of private actors on the other side of that market. And that is not the problem that we face right now. That would take me back to my general answer to our question, which is whatever the prochaine crise is going to be, it's unlikely to be a repeat of that 07-08 experience. Merci beaucoup, merci à tous.